le contexte litho 3D, il est apparu en lien avec quatre problématiques majeures qui ont été mises en avant il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, qui étaient la prévention et gestion des risques, le développement économique, l'aménagement côtier et la protection de l'environnement. Et toutes les réflexions en fait ont mené à se rendre compte qu'il était nécessaire d'avoir un socle de données de référence utilisable par le maximum d'acteurs, que ce soit des organismes publics ou des organismes privés, voire même pour le grand public. Donc ce bilan, il a été principalement initié, même s'il existait avant, mais en tout cas, ça a mis un coup d'accélérateur à partir de 2002, quand l'Europe a demandé aux États membres de faire un inventaire détaillé de toutes les données qu'il pouvait y avoir sur le littoral. Et on s'est rendu compte qu'il y avait certains manques d'informations, de connaissances sur la tranche littorale, et qui ont amené, 2 ans plus tard, le Premier ministre a confirmé la création du projet Litho 3D. Alors, dans le projet Litho 3D, il a été décidé d'utiliser du LIDAR, donc Light Detection and Ranging, qui est la mesure de distance par détection de lumière. Alors, pourquoi Tout simplement parce que sur la partie topographique, il y a déjà un équipement qui existe depuis un certain temps, qui est le LIDAR topographique, qui est parfaitement maîtrisé, en particulier par l'IGN, entre autres. Et pour le CHOM, on était plus concentré sur des sondeurs multifaisceaux, qui sont des équipements qui vont permettre d'avoir des très bonnes informations allant des petits fonds jusqu'à des fonds beaucoup plus importants, et tout en assurant la sécurité de la navigation. Mais on s'est rendu compte que sur la tranche littorale, où les lidars topographiques ne peuvent pas acquérir de données, parce que les lidars topographiques ne pénètrent pas dans la colonne d'eau, et en particulier sur des zones aussi où les bâtiments, les bateaux scientifiques avec des sondeurs multifaisceaux ne peuvent pas aller, il y avait un certain nombre de manques d'informations, de données, de connaissances sur cette bande littorale. Et c'est pourquoi il a été décidé d'utiliser des lidars bathymétriques pour, en quelque sorte, combler ce manque de connaissances entre la partie terrestre et la partie maritime. Donc le principe de fonctionnement du LIDAR, rapidement, le LIDAR bathymétrique, c'est un laser rouge, comme pour le LIDAR topographique, et un laser vert, de couleur verte, qui a une longueur d'onde en fait, qui va permettre de pénétrer dans la colonne d'eau pour aller être réfléchi par le fond marin et renvoyé à l'avion. Et ça permet en fait ainsi la combinaison des deux lidars d'avoir le maximum d'informations sur toute la tranche, la frange littorale, aussi bien du côté estran, du côté topographie, et de faire le lien en fait dans le domaine maritime. Donc le projet, donc voilà, il a été créé à partir de 2002. En 2005 et 2007, il y a eu la réalisation de 2 démonstrateurs qui ont principalement permis de confirmer l'intérêt de l'utilisation des lidars bathymétriques, et également de fiabiliser la production, nos chaînes de production Litho 3D, en particulier avec notre partenaire Litho 3D qui est l'IGN pour le volet terrestre. Voilà, une petite particularité aussi qui nous différencie légèrement de l'IGN, c'est que pour l'IGN, donc le volet terrestre est directement prévu dans sa programmation nationale. En revanche, pour le volet maritime, il y a une décision de 2009 qui a décidé en fait que ce volet maritime devrait être mis en place territoire par territoire, en prévoyant en fait des partenariats avec les organismes locaux, donc les régions, les départements, des réseaux d'observatoires, etc. Et voilà pourquoi, en fait, dans la construction du projet Litho 3D, dans l'avancement du projet Litho 3D, en tout cas pour sa partie maritime, on peut voir qu'il y a un avancement région par région. Alors, bien évidemment, il y a une aide importante du ministère de l'écologie, donc du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'époque, qui a
participer très activement au financement de ces opérations pour soutenir le projet Litho 3D et qui, de par son intérêt indispensable. Alors, rapidement, les spécifications du produit, donc elles ont été établies avec l'IGN qui permettent d'atteindre deux objectifs principaux, c'est d'être en cohérence avec les équipements bathymétriques, enfin lidar bathymétriques qui existent, et également pour être en cohérence avec des normes internationales, en particulier celle de l'OHI, donc qui est l'Organisation hydrographique internationale, ou IHO en anglais, qui est une organisation qui régit en fait toutes les levées hydrographiques et toute la partie cartographie qui permettent d'assurer, entre autres, la sécurité de la navigation et la transmission des informations de navigation aux navigateurs. Voilà, et le CHOM, en tant qu'établissement hydrographique national, se doit en fait de respecter les normes de l'Organisation hydrographique internationale. Voilà, et donc les exactitudes du produit Litho 3D permettent de respecter ces normes. Et toujours dans cette optique de respect des normes internationales pour l'hydrographie et la cartographie, une fois les levées réalisées, pendant que la réalisation des levées, plutôt le CHOM constamment en fait va vérifier la qualité des données et va les qualifier. Donc il y a une première partie qui est faite directement par le prestataire, qui est l'ajustage. Les bras de levier sont maîtrisés par le prestataire quand les équipements sont montés à bord de l'avion. Mais le CHOM ne va pas faire une confiance aveugle dans cet ajustage qui est réalisé par le prestataire. Il va mettre en place des moyens de vérifier, aussi bien sur la partie topographique que bathymétrique, que ces données respectent les standards internationaux visés et respectent les spécifications du produit Litho 3D. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va en fait dépêcher des équipes sur le terrain, en topographie, des équipes avec des capteurs GNSS, des capteurs GPS, on va faire nos propres levées en fait. Et on va également dépêcher des vedettes hydrographiques qui ont des équipements connus et qualifiés et vérifiés par le CHOM. On maîtrise de A à Z et on va faire des petites pastilles bathymétriques qui vont être considérées en fait comme des surfaces de référence sur lesquelles on va venir vérifier nos levées lidar bathymétriques. Voilà, donc on vérifie vraiment de A à Z pour la partie acquisition jusqu'à la partie diffusion, la qualité des données qui sont fournies, tout en respectant bien évidemment ces normes internationales. L'équipe Litho 3D, c'est une équipe composée actuellement de 27 personnes, donc on a fait évoluer au cours du temps. Voilà, avec un chef de département, un adjoint expert lidar et une équipe dédiée au traitement des données et également une petite partie, deux agents qui s'occupent de l'information nautique qu'on appelle infonaute, qui est plus pour la partie là vraiment purement CHOM. En tant que service hydrographique national, on se doit d'assurer la sécurité de la navigation avec toutes les données qui sont acquises par le CHOM. Et du coup, la partie traitement, donc vous voyez qu'il y a 18 techniciens de traitement, dont 3 qui font partie de l'équipe d'acquisition, parce que pour le projet Corse, en fait, on a dépêché nous-mêmes nos propres équipes sur le terrain pour réaliser ces acquisitions. Alors pourquoi autant de techniciens de traitement? C'est que ça demande énormément de traitement manuel. Il n'existe pas actuellement de système fiable, d'outils fiables de traitement automatique pour la partie maritime, pour la partie bathymétrique. Voilà. Il en existe pour la partie qui ont fait leur preuve pour la partie topographique, mais malheureusement pour la partie bathymétrique, et on l'a vu par certaines différentes expériences, que ça ne donne absolument pas des résultats convenables. Et du coup, ça demande donc d'avoir des personnels formés, qualifiés pour ce type de traitement.
Voilà, et encore une fois, dans le sens du respect des normes internationales, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'agents dans le département qui ont ce qu'on appelle une figue OHI, donc catégorie A, catégorie B, qui est en fait en quelque sorte un brevet professionnel reconnu par l'OHI, qui est donc l'organisme international, qui est reconnu internationalement, et qui, de la même manière qu'on qualifie les données, on va également qualifier en fait les agents, et qui demande une qualification aussi bien théorique que pratique. Donc encore une fois, c'est pour montrer que tous les projets litho 3D, de l'acquisition à la diffusion, sont maîtrisés et se font dans le respect de normes hydrographiques et bathymétriques internationales. Pour ce qui est du référentiel géographique du littoral, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On a fait réalisé une très grande partie de la France métropolitaine et ultramarine, avec donc la réalisation de toutes les Antilles, la Manche et les côtes atlantiques qui est en cours pour une région. Et surtout, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la partie Méditerranée, et en particulier la Corse, tout le littoral de Corse qui a été donc acquis, traité et livré aujourd'hui. Voilà. Si jamais je vais trop vite ou si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas soit à m'interrompre ou à poser des questions dans le chat au fil de l'eau, et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Voilà. Et donc, concernant l'opération risque côtier litho 3D Corse, donc elle a pu être réalisée grâce au partenariat avec la collectivité de Corse, qui nous a fait bénéficier du Fonds européen de développement régional de l'Union européenne, et également un partenariat donc avec l'État via l'Adréal Corse pour pouvoir bénéficier du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, ou autrement dit les fonds Barnier, avec une répartition à hauteur de un peu moins de 50% pour l'État, plus de 30%, 32% pour l'Europe, et 20% pris sur la subvention même du CHOM. Voilà, donc ce qui nous amène à un budget d'un peu plus de 3 millions. Alors pour certains, ça va paraître énorme, pour d'autres, c'est presque rien. Il faut se rendre compte que voilà, le projet, c'est vraiment l'acquisition et le traitement de données LIDAR sur tout le littoral de la Corse, c'est ce qui représentait initialement plus de 3000 km² de surface d'intérêt uniquement pour la partie maritime et l'opération dont on parle aujourd'hui. Voilà, donc il faut bien remettre en relation ces 3 millions d'euros pour permettre l'acquisition et la diffusion de données sur plus de 3000 km² de zones d'intérêt. Donc, pour réaliser les acquisitions, le CHOM a mis en place des équipements, donc via un marché avec un prestataire qui est assez connu et aussi également reconnu dans le domaine du LIDAR, qui est Leica AHAB, via un système qui s'appelle le Hawkeye 3, à bord d'un avion, d'un Cessna Grand Caravan, et de pilotes qualifiés pour ce type de levée. Voilà, c'est important de le préciser parce que ces levées-là sont effectuées à 400 mètres d'altitude. Donc, on l'a vu dans une des premières planches, beaucoup plus bas que des levées topographiques. Ce sont des altitudes très basses pour un avion qui survole la côte et des régions, des communes, des régions habitées. Et du coup, ça demande une attention et des qualifications particulières. Donc, le système LIDAR, comme vous pouvez voir sur la photo à droite, voilà, il est à bord de l'avion qui est généralement utilisé pour ces levées-là. Et schématiquement, il est composé de 4 gros blocs. Un premier qui est le module de contrôle qui va faire le lien en fait entre les écrans de l'opérateur et les commandes qui sont données par l'opérateur, qui va faire le lien entre l'opérateur et le système LIDAR. Le système LIDAR est composé des blocs 2, 3 et 4. Pour le bloc 2,
qui est le bloc donc lidar topographique et bathymétrique petit fond, qu'on appelle shallow, et également de 2 caméras, une de 5 et une autre de 80 mégapixels. Voilà, sur la photo, c'est la petite partie que vous voyez où il y a écrit Chiroptera et un peu en jaune et noir. Ensuite, il y a un autre gros bloc qui est le laser DEEP, ou laser bathymétrique grande profondeur, qui a été qui a été utilisé également pour les levées sur la Corse, accompagné de son unité de refroidissement, parce que ça demande énormément d'énergie, énormément de puissance pour émettre de la lumière, des lasers, et sans qu'elle soit entièrement absorbée par la colonne d'eau, et qu'il puisse y avoir une partie de ce laser en fait qui est réfléchie par le fond et qui revienne jusqu'à notre système antenne de réception. Voilà, le tout fait un poids de 160 kg. C'est pas négligeable comme logistique à mettre en place. Il faut un avion particulier. Tous les avions ne sont pas capables d'embarquer en fait ce type de matériel, parce il y a tout simplement 2 systèmes. Un système petit fond et topographique et un système grand fond, donc qui nécessite d'avoir 2 ouvertures dans l'avion. Donc on a réalisé les vols lors de 3 périodes distinctes, de 2017, d'octobre 2017 à octobre 2018, ce qui représente environ 270 heures de vol, avec comme objectif initial d'atteindre les 30 mètres de profondeur au minimum. On s'est rendu compte, au fur et à mesure des acquisitions, qu'on avait quand même des retours lidar intéressants, viables, qui représentaient réellement du fond au-delà des 30 mètres. Et donc, en accord avec les partenaires, donc en accord avec la collectivité de Corse et l'Adrial Corse, on a décidé d'aller étendre le lever au-delà des 30 mètres jusqu'à l'extinction du lidar, ce qu'on appelle l'extinction, jusqu'à ce que le lidar ne renvoie plus d'informations du fond. Et au final, on atteint les 40 mètres de profondeur quasiment partout et 50 mètres localement dans les régions, on va dire, les plus idéales en termes de conditions environnementales et en termes de conditions de qualité, de transparence de la colonne d'eau. Voilà, encore une fois, comment est-ce que ça a été possible? Il y a eu différentes périodes de vol, mais également pendant les vols, en fait, on vérifie en continu, presque en temps réel ou en temps très peu différé. On vérifie constamment en fait les données qui sont acquises 1 ou 2 journées auparavant pour vérifier que le vol s'est bien passé, que les acquisitions sont bien déroulées. Et du coup, on a cette capacité en fait d'adaptation assez importante. Du fait d'avoir nos propres équipes sur le terrain, de ne pas passer par un prestataire qui est plus, on va dire, pour qui le temps c'est de l'argent et qui va faire le maximum d'économies. Voilà, on a eu cette capacité d'adaptation pour permettre d'aller étendre en fait la zone d'intérêt au maximum. Vous voyez sur les 2 images ici, voilà la couverture initiale des données sur l'ensemble du littoral de la Corse. Donc on atteint effectivement, comme je l'ai dit, entre 30 et 50 mètres de profondeur sur l'ensemble du littoral pour la partie maritime. Et pour la partie terrestre, on est allé jusqu'à 400 mètres à l'intérieur des terres pour la plaine orientale et jusqu'à 200 mètres à l'intérieur des terres sur le reste du littoral, comme ce qui était convenu initialement. Vous voyez ici quelques premiers résultats avant traitement. Donc, ce sont des visualisations qui ont été réalisées justement au moment de la vérification sur le terrain des vols, avec quelques-uns, voilà, celui de Loga, la citadelle d'Ajaccio. On voit qu'on a d'excellents résultats de données sur la partie topographique et également sur la partie bathymétrique. On a un excellent détail en fait des fonds marins, même avant traitement, ça a fait l'objet d'un pré-traitement sur le terrain pour éclaircir toute la donnée. Voilà. Vous voyez même sur l'image, voilà la qualité des données en partie topographique. On voit même des buissons jusqu'à voir des parasols sur une plage.
Donc, une fois que ces données sont acquises dans l'avion, donc il y a des pré-traitements qui sont réalisés sur le terrain qui vont permettre, en fait, via des logiciels, qui vont interpréter les formes d'ondes des lasers en nuages de points tridimensionnels, voilà, lisibles par d'autres outils, mais compréhensibles, intelligibles par l'œil humain pour la qualification et le traitement des données. Donc c'est cette partie terrain, donc ici elle est montrée en rouge sur la partie gauche de l'image. Une fois ces fichiers créés, ces pré-traitements et l'acquisition réalisée sur le terrain, en fait, toutes ces données vont être en quelque sorte transférées vers l'équipe d'acquisition avec un autre logiciel qui s'appelle PFM-ABE et que Keith Pastol vous présentera après, qui est très adapté en fait au traitement de données LIDAR en particulier. Et une fois ces traitements réalisés, on va générer en fait le produit final, le produit maritime litho 3D avec tel qu'on le connaît et tel qu'il est disponible, avec les différentes informations de nuages de points et de modèles numériques. Pour ce qui est du traitement des données, donc il y a une préclassification automatique par le système. Le système de lui-même, il va donner quelques informations, si c'est de la donnée bathymétrique, de la donnée topographique, est-ce que c'est du sol, est-ce que c'est de la végétation, etc. Et après, on va réaliser un traitement manuel des sondes, parce qu'on voit que cette préclassification, c'est un premier jet fait par un système automatique, mais ce n'est pas forcément la réalité de la donnée et ce qu'on peut en faire après dans le produit final. Voilà, cette classification automatique peut se tromper et considérer que ce que nous on va considérer comme étant du bruit, de la fausse mesure, va être du sol et inversement. Voilà, d'où tout l'intérêt en fait d'avoir une équipe d'agents formés et qualifiés pour ce type de traitement. Vous voyez là un exemple de avant-traitement, après-traitement. Voilà, c'est un exemple assez schématique. Plus en détail, voilà les différentes informations qui vont être invalidées par les opérateurs. Donc, ça va être tout ce qui est surface d'eau, la turbidité dans la colonne d'eau, également les bruits ou les faux retours dans la colonne d'air ou sous le fond. Voilà, dans la turbidité, il peut y avoir aussi des perturbations créées par de la faune ou de la flore. Hein. On le voit avec les algues, ou tout ce qui est herbier va perturber en fait le signal LIDAR et on va devoir en fait aller voir au plus près pour essayer de déterminer si ça représente le sol, le fond marin, le fond bathymétrique ou autre chose. Voilà le résultat après avec le fond marin et le sol et sur-sol ici, les deux mis sur la même image. Donc voilà le avant et le après traitement. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va redensifier le fond. Les opérateurs en fait, vont aller chercher dans les données qui sont considérées comme du bruit initialement par le système. On va aller chercher ces informations-là pour densifier le fond. Voilà, on ne va pas faire que invalider ou supprimer de la donnée, on va essayer de chercher d'avoir le meilleur résultat possible dans ces différentes phases de traitement. Et au final, pour avoir ce résultat qui est diffusé actuellement sur nos espaces de diffusion, qui a été donc fourni à la collectivité et à l'Adréal et qui sont disponibles pour le plus grand nombre. Donc toutes ces données, ce produit est disponible dans le système légal en France, qui est donc rapporté dans les coordonnées projetées en Lambert 93, associé au système géodésique RGF 93, et dans le système altimétrique légal en Corse, qui est l'IGN 78. Voilà, je mets une précision très importante, c'est qu'à terre, le traitement du sursol, ce qu'on appelle traitement du sursol, c'est qu'on va en fait séparer dans des fichiers différents le sursol du sol. Le sursol, ça va être tout ce qui est végétation, construction humaine,
des bâtiments, des maisons, des murets, également les voitures, les piétons. On l'a vu dans une image précédente, les parasols sur la plage. Toutes ces informations peuvent gêner en fait la modélisation, tout ce qui est modélisation, par exemple, dans le cadre de prévention des submersions marines. Ça va en fait donner de fausses informations à rentrer dans les modèles. Donc tout ça, on le traite pour le mettre dans d'autres données, des fichiers qu'on appelle le sursol. Mais ce traitement du sursol, de séparation sol sur sol, il est réalisé pour le produit ISO 3D partie maritime sur une zone s'étendant du trait de côte histolite jusqu'à 20 mètres à l'intérieur des terres. Au traitement, il n'y a pas de séparation, au-delà, pardon, il n'y a pas de traitement de séparation sol sur sol. Ce qui veut dire que les modèles numériques, ce sont des modèles numériques de terrain côté mer, jusqu'à TCH, donc le trait de côte histolite, plus 20 mètres à l'intérieur des terres. Et au-delà, ce sont des modèles numériques de surface, donc qui comprennent bien le sol et le sursol mélangés. Voilà, donc on ne va pas faire cette séparation, mais au-delà des 20 mètres, on va quand même aller vérifier la donnée. On va aller voir s'il n'y a pas des pics de mesure, du bruit en fait dans la colonne d'air qui va perturber les modèles. C'est juste qu'on ne va pas faire de séparation de ces deux types d'informations, sol et sursol. Et le semis de point sol, les semis de point sol et sursol, ils sont fournis dans des formats ASCII, format XYZ, plus 4 attributs, qui est la classe d'origine, la date de la mesure de ce point, l'intensité du retour laser, et également avec quel type de capteur ce point de mesure, avec quel type de capteur cette mesure a été réalisée. Donc, par exemple, capteur topographique, capteur bathymétrique petit fond ou capteur bathymétrique grand fond. Voilà. Et les modèles numériques vont être dans des formats ouverts également, qui est de l'ASCII Grid. Voilà. Encore une fois, ces formats-là sont des formats ASCII qui sont lisibles par énormément d'outils. Et donc, ces données-là sont utilisables par le maximum de personnes. Voilà une représentation rapide sur le Bonifacio, avec en haut à gauche le nuage de points, une représentation nuage de points sol. En haut à droite, le nuage de points sur sol. Donc, vous voyez que ces traitements de séparation sol sur sol se sont arrêtés jusqu'à une limite donnée. Et en bas, les deux modèles numériques qui ont été générés à partir des nuages de points sol, donc à 1 mètre et à 5 mètres. Dans les données qui sont également diffusées sur nos espaces de diffusion, il y a des données complémentaires. La première donc, est une fiche descriptive du produit, partie maritime ISO 3D Corse 2017-2018. Donc ces dates-là représentent les années d'acquisition des données. Cette fiche descriptive, ou ce qu'on appelle un lisez-moi, un readme, on vous invite fortement à le lire avant l'utilisation des données. Et vous avez accès à cette fiche avant même le téléchargement. Je vais vous montrer après comment y accéder, avant même le téléchargement des données. Une deuxième donnée complémentaire, c'est la zone au format Shape et également au format KMZ, délimitant le traitement de séparation sol et sursol. Voilà, selon l'utilisation que vous voulez faire de ces données, vous avez ce trait de traitement qui va peut-être, si vous en avez besoin, permettre de découper, en fait, par exemple, le MNT ou les données si vous êtes intéressé uniquement par les données sol et que vous ne voulez pas les informations de sursol. Il y a également une troisième information complémentaire qui est la bathymétrie brute, donc qui n'a pas été traitée, absolument pas été traitée par nos agents, des eaux intérieures. Voilà, les eaux intérieures ne sont pas des eaux dont le CHUM a la responsabilité, mais on trouvait dommage de ne pas diffuser de la donnée, même si c'est de la donnée brute, alors que c'est de la donnée qui a été acquise dans le cadre de ce programme. Voilà, donc ces données complémentaires ne sont pas directement accessibles en téléchargeant les dalles, la donnée, mais dans la fiche produit en tant que données complémentaires. Vous n'êtes pas obligé d'aller télécharger la bathymétrie brute si vous n'êtes pas intéressé par cette information.
Et donc, comme je disais, nous voilà les liens vers nos deux espaces de diffusion, donc ils sont data.chom.fr et diffusion.chom.fr. Et là, je vais insister sur une partie importante. Vous voyez, sous la diffusion de la donnée, le petit symbole, les licences sont ouvertes. C'est d'open data, c'est-à-dire que tout le monde peut les télécharger. C'est entièrement gratuit. Il n'y a aucune licence d'utilisation. La seule, on va dire, obligation en en téléchargeant la donnée est de mentionner le CHOM comme propriétaire de la donnée. C'est tout. C'est le seul point, on va dire, d'obligation dans l'utilisation de ces données. Tout le reste est entièrement gratuit. Voilà, je vais vous faire une petite démonstration sur DataChom et diffusion pour vous montrer où aller chercher les données et comment l'afficher.